Aujourd'hui, je vais vous parler du maréchal de logis de Vaumas. Petit disclaimer avant de commencer, une fois de plus, si je porte un calot de capitaine, ce n'est pas par prétention de porter ces galons, mais parce que c'est le seul calot que j'ai du 12e RCA et j'aime bien être raccord avec ma vidéo. Michel de Vaumas est né le 10 décembre 1920 à Rouen et il est le benjamin d'une fratrie de 6 enfants. Après sa primaire, ses parents partent s'installer en Tunisie. Il sera alors envoyé en pensionnat à Versailles où il obtiendra son bac. À l'entrée en guerre, il reste dans le civil et se joint aux équipes de secours aux réfugiés. Il finit par prendre la route de la Tunisie pour rejoindre sa famille. Mais sur son chemin, son train est bombardé le 9 juin 1940 à Dreux. L'attaque fera 15 morts et 30 blessés. Une fois de plus, de Vaumas portera secours aux blessés. Plus tard, il perd successivement son père et sa mère. On va pas vous dire exactement, pas les dates. De novembre 1941 à mai 1942, il sert dans les chantiers de jeunesse, d'abord de Tunisie, puis d'Algérie, ce qui lui permettra d'approfondir son entraînement paramilitaire. Le 27 février 1943, il rejoint le 12e régiment de chasseurs d'Afrique de la 2e division blindée du général Leclerc. Et le 14 mars 1943, il est affecté au 2e peloton du 4e escadron. Le 1er février 1944, il est promu brigadier chef. Et dans la même période, il baptisera son char avec ses camarades, un MKT-2 numéro 70, Navarre. Il y sert en tant que tireur sous les ordres du lieutenant Darcan. Il embarque pour l'Angleterre le 10 avril 1944 et rejoint la région de Hull dans le Yorkshire, où il continuera son entraînement. Il débarque en France le 1er août 1944 à Saint-Martin de Varéville. Il contourne la poche de falaise en formation et atteint le secteur du Mans le 8 août. Il fait son baptême du feu à Mézières-sur-Ballon, renommé actuellement Mézières-sur-Pontoin. Ce matin-là, le 4e escadron est en tête. Vers 10h, un paysan s'approche de la colonne et demande à parler à l'officier en place, le capitaine Argous, qui se trouvait à ce moment-là au pied du Navarre. Il leur explique qu'il a traversé les lignes ennemies pour leur annoncer que les chars allemands étaient arrivés durant la nuit et s'étaient installés autour du village de Mézières. Une fois le paysan remercié, le 4e escadron se prépare. L'officier envoie son premier peloton à l'attaque, par la départementale 6, entre Ballon et Bonnétable. Mais soudain, le char de tête, bordelais, fait un sursaut. Il vient d'être atteint par un obus allemand au niveau du poste de pilotage. Le lieutenant Zagrodzki, chef de peloton, est mortellement touché par l'impact. Seuls le pilote et le radiochargeur s'en sortiront. Le char qui le suit, l'Armagnac, subit le même sort. Le premier peloton ayant perdu 2 chars sur l'axe principal, le capitaine ordonne au 2e peloton de décrocher sur la gauche pour prendre les Allemands à revers et les forcer à se replier. Soutenu par les rescapés du premier peloton, Entre-deux-Mers et Aquitaine, qui seront touchés quelques centaines de mètres plus loin. Et dans la manœuvre, le Labour, le dernier char du premier peloton, saute subitement, un P-47 l'ayant pris pour cible, l'équipage n'ayant pas changé les panneaux de signalisation. Les 5 chars traversent la haie et foncent à travers le bocage, mais très vite, le Navarre se retrouve isolé. La traversée se fait pourtant sans encombre, à part quelques rafales de mitrailleuses par-ci par-là. À la suite de l'une d'entre elles, la calibretante de l'aide-pilote s'enraye. Et dans les conditions dans lesquelles il se trouve, le combat, l'obscurité et le tout-terrain ne sont pas du tout optimales pour le démontage. Le Navarre atteint enfin une route goudronnée, mais toujours personne à l'horizon. À vrai dire, ça fait un peu 1 heure qu'il crapahute dans le bocage autour des Allemands. Le chef de char, pensant avoir dépassé les Allemands, fait tourner sa tourelle vers l'arrière. Alors que le char se rapproche du tertre de grippe, il est violemment secoué et une grande flamme jaillit de l'habitacle. Bernard Ponto, l'aide-pilote, est décapité par l'obus. De Vaumas tourne la tourelle pour aligner le char allemand. L'aide-pilote, lui, essaye de dégager son char. Malheureusement, la boîte de vitesse a sauté lors de l'impact. C'est lui qui évacue en premier du char, mais à peine il est au-dessus de sa trappe, 3 obus vont taper son poste de pilotage. Et après s'être éjecté du char, c'est un 4e obus qui perfore cette fois-ci la tourelle. Suite à ça, le chargeur, Henri Bayona, n'est jamais ressorti du char. Derrière de Vaumas, le lieutenant Darcan se hisse en haut du tourello et le laisse passer en premier. Mais Michel se rend compte alors que les jambes de son chef de char ne sont plus utilisables. Il aide alors à se hisser en dehors de la tourelle, puis saute du char. Une fois son tir en sécurité, le lieutenant s'éjecte du char et s'effondre sur le bitume. Jean Castaillon, le pilote, saute alors sur la route pour aller chercher son lieutenant. Mais celui-ci l'arrête. « Fous le camp, on est encerclé !» Alors que le pilote hésite, les Allemands vont leur envoyer une grenade. Jean obéit alors à son chef et part se réfugier dans le fossé et décide de faire le mort avec de Vaumas. Mais les Allemands ne tombent pas dans le panneau et décident de les faire prisonniers. Alors que l'officier allemand les interroge, les P-47 repassent à l'attaque. Les 2 Français sont embarqués par les Allemands qui s'enfuient dans la forêt, laissant derrière eux le lieutenant Darcan agonisant au pied du Navarre en feu. À ce moment-là, la 9e Panzer se replie, talonnée par la 2e DB et harcelée par l'artillerie et l'aviation. Arrivé au PC allemand, ils rejoignent 2 autres prisonniers,
Un tankiste français brûlé à 70% et un civil, et sont emmenés dans la cour du château de Dangeul. À la tombée de la nuit, le camp est attaqué. Les 4 hommes profitent de l'occasion pour se réfugier dans un buisson. Ils se font discrets car à quelques mètres d'eux, il y a un char allemand et il est tellement près qu'ils arrivent à entendre les ordres qu'ils donnent. Soudain, un fantassin allemand surgit, MP40 à la main. Il semble les chercher. Mais dans l'obscurité et sous bombardement, il n'insiste pas et passe son chemin. Les obus ont beau tomber tout autour d'eux, ils finissent quand même par s'endormir, assommés par la fatigue de la journée, mais aussi par la faim. À leur réveil, plus un bruit, mais aussi plus d'Allemands. Ils décident alors de reprendre la route pour rejoindre les lignes françaises, et sur cette route, ils vont croiser un curé. Celui-ci va les rediriger vers un char américain qui a déchenillé plus loin sur la route. De Vomas, parlant anglais, échange avec l'équipage du Sherman, qui les redirige vers les lignes françaises. Sur la route, c'est une jeep de la 2e DB qui les récupère. Ils sont d'abord félicités pour leur évasion, et seront accompagnés au 4e escadron, où ils vont fêter leur retrouvaille avec leurs camarades. Après ce premier combat éprouvant, Michel de Vomas est affecté à un nouveau char. Et je suppose fortement que ce char est le MK3 de 76 mm du lieutenant Zagrodzki, commandé par l'aspirant du même nom. Si je précise que je le suppose, c'est que j'en ai aucune preuve formelle. C'est la conclusion que j'en fais en comparant les récits concernant de Vomas et ceux de ce char. Pour la suite, on va considérer qu'il y a été affecté, mais s'il y a quelque chose que je peux affirmer, c'est qu'il a été réaffecté en tant que tireur. Le 24 août 1944, Paris est proche. Le peloton Zagrodzki et la section Marais sont envoyés sur la route longeant le bois de l'homme mort à Joly-en-Josas pour y surprendre les servants de canon de 88 mm du Fallschirmflak 11 qui seront positionnés. Malheureusement, il est déjà trop tard, les Allemands sont déjà prêts. Les chars Dauphiné, Barfleur et Ardennes sont atteints. Le char lieutenant Zagrodzki est attaqué à son tour, mais par un canon de 37 mm anti-aérien. Le chef de char commandant son blindé trappe ouverte, il est mortellement touché à la tête. Le pilote tentera une manœuvre pour évacuer son char, malheureusement celui-ci serait immobilisé sur un talus. L'équipage mettra en sécurité son chef de char, et de Vomas quittera son poste qu'une fois les munitions épuisées. Durant cette action, il aura quand même réussi à détruire une pièce anti-char allemande. Malheureusement, à partir d'ici, je perds sa trace. Il aurait participé à la libération de Paris et à la suite de ça aurait eu une permission, mais j'ai trouvé aucun détail dessus. Je ne retrouve sa trace que le 19 septembre où il devient le chef de char du Guyenne 2. C'est d'ailleurs probablement à cette période-là qu'il est promu maréchal des logis. Ensuite, le 11 novembre, il devient le chef de char du lieutenant Zagrodzki 2 du peloton de commandement. Puis le 5 décembre, il commandera le char 25 août 44 du premier peloton. Et enfin, le 18 décembre sera sa dernière affectation. Il sera nommé chef de char de l'Angoumois du 3e peloton. Le matin du 25 décembre 1944, le 3e peloton quitte le secteur de Sélestat pour rejoindre Kalausen, afin de constituer une force de réserve aux unités américaines du secteur fraîchement débarquées. Le matin du 3 janvier 1945, les éléments français voient passer en hâte des véhicules américains qui foncent vers l'arrière. Depuis le 31 décembre 1944, les Allemands ont lancé l'opération Norvin qui consiste à percer les défenses américaines dans le secteur lorrain. Ce matin du 3 janvier, la 17e SS s'était ruée sur le village d'Aachen, semant le chaos dans les troupes américaines inexpérimentées. Les Français se mettent aussitôt en état d'alerte, les deux villages n'étant séparés que de seulement 4 km. C'est vers 14 h que la contre-attaque s'organise. Le 3e peloton doit soutenir l'infanterie américaine pour reprendre le village. Mais le colonel Majonnet refuse que le lieutenant Misko envoie la totalité de son peloton, ayant confiance en ses équipages. Un contre-cœur, Misko envoie seulement de Vomas aux commandes de son Angoumois, commandé par Kefelec aux commandes du Saintonge. Les chars s'élancent vers le village. Le Saintonge franchit un fossé avec succès, mais l'Angoumois, lui, n'y parvient pas. Sa chenille glisse et tombe dans le fossé, immobilisant le char. Depuis son tourello, de Vomas distingue le Saintonge suivi par les Américains, entrer dans le village et disparaître, ne laissant entendre seulement les échanges de mitrailleuses et de canons. Soudain, la radio se met à émettre. C'est Laurent Beau, le tireur du Saintonge. Voici la situation. Le chef Kefelec est tué. J'entreprends la destruction des îlots de résistance et des 2 canons d'assaut qui ont l'air en panne. De Vomas, en plus d'apprendre la mort de son camarade, comprend qu'il hérite du rôle de chef de groupe. Il descend alors de l'Angoumois pour rejoindre le Saintonge et reprendre le commandement de l'assaut. Malheureusement, malgré qu'il entre dans le village, il sera grièvement blessé par les Allemands. C'est le commandant Gribus qui le trouvera en premier. Voyant Misko s'inquiéter pour ses hommes sans pouvoir intervenir, Gribus fonce sur Aachen, n'étant pas concerné par l'interdiction. Il va d'abord mettre de Vomas dans une grange, mais celle-ci, à la suite des combats, va prendre feu. Et l'évacuation vers un hôpital américain sera très compliquée. Il subira une grosse opération, mais succombera de ses blessures le 10 janvier 1945 à l'âge de 24 ans, après plusieurs jours d'agonie. Petite parenthèse,
j'ai des infos qui se contredisent sur ce détail-là. Certains documents me parlent de la mort le 10 janvier après l'agonie et les différentes opérations, là où d'autres, comme le témoignage du lieutenant Miskov, parlent de la mort le jour même et d'un enterrement le lendemain. En 1948, son corps sera déplacé dans le cimetière des Pères Blancs à Tibar, en Tunisie. Le maréchal des logis Michel de Vomas était titulaire de la médaille militaire et de la croix de guerre 39-45 avec une étoile de bronze, une vermeille et une palme. Et plus récemment, en 2025, Michel de Vomas est devenu le parrain de la 388e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active, dont le cursus s'est achevé au début février 2026. Pour finir, je vais citer cette promotion dans la conclusion de la biographie de leur parrain. Longtemps pleuré par sa famille et refauché dans la fleur de la jeunesse, Michel de Vomas a démontré au long de sa courte vie et dans les combats les plus durs toutes les vertus de courage et d'ardeur, d'abnégation et de générosité, d'entrain et de camaraderie, de droiture et d'humilité. Voilà ce qui conclut cette vidéo sur le maréchal des logis Michel de Vomas. C'était le Moineau et je vous dis, regardez ce que j'ai reçu la veille de la publication de la vidéo. Je peux vous dire que contrairement au JPEG, l'insigne, elle claque. À la prochaine.